C'est quoi ta définition de féministe? Alors, je suis très basique en termes de définition. Donc, pour moi, le féminisme, c'est militer pour l'égalité des droits et des chances et des opportunités aux femmes par rapport aux hommes, donc l'égalité des genres, l'égalité des opportunités, l'égalité d'accès au financement, à l'éducation, etc. Ça, c'est la première chose. Et surtout, pour moi, le plus important... Et tout le monde est d'accord avec toi sur cette partie-là, en général. Personne n'est d'accord avec personne sur le féminisme, donc on va commencer par... Entre cette première partie... Non, même là, tu verras qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord, qui trouvent que pourquoi il faudrait qu'il y ait une égalité des genres. Soyez dans la complémentarité, pourquoi vous voulez l'égalité? Bon, bref. Ensuite, moi, ma partie... on va dire favorite sur la définition du féminisme, pour moi en tout cas, c'est surtout donner l'opportunité aux femmes de s'auto-déterminer, de s'auto-définir telles qu'elles sont. C'est-à-dire voir les femmes d'abord comme des êtres humains avant de voir leur genre. C'est basique, mais on doit encore militer pour ça. Pour qu'une femme dise « je veux avoir le droit d'être féministe, je veux avoir le droit de ne pas l'être, je veux avoir le droit d'être une boss lady. » C'est déjà le cas aujourd'hui. Non, pas forcément. Je veux avoir le droit d'être une femme au foyer, mais attention, c'est pas parce que je suis une femme au foyer que j'ai moins de droits aussi. Alors, pourquoi tu penses que la femme au foyer a moins de droits? Parce que tout simplement, elle n'est pas rémunérée pour le travail qu'elle fournit. Or, si les femmes arrêtent d'être des femmes au foyer, mais la moitié de la société va s'écrouler parce que tout ce qu'elles se prennent, grâce à elles, il y a énormément de business qui fonctionnent juste parce qu'elles sont là pour s'occuper du foyer, des enfants. Je parlerais même dans un contexte plus économique ou sociologique, on parlerait de celles qui supervisent la reproduction des outils de travail que sont les employés et les ouvriers. Si elles sont pas là, l'industrie s'effondre. Je veux dire, il faut quand même qu'on soit conscient de ça. Donc, mais elles, quand elles, par contre, se retirent, et on le voit beaucoup dans nos communautés africaines, de mamans qui se sont occupées, mais de familles nombreuses, leurs enfants, parfois les enfants de leurs époux, les enfants à échelle élargie de la famille, on les a beaucoup appréciés pour leur candeur, le soin qu'elles ont apporté quand tout le monde est malade, etc. Et puis, un jour, le mari disparaît. Et puis, en fait, on découvre qu'elle n'a pas de droit. Il faut qu'elle se batte avec la belle famille. Pourquoi elle devrait avoir à se battre, en fait? Tout simplement parce qu'elle n'a pas travaillé, parce qu'elle n'a pas de fiche de paye. Ça veut dire qu'elle n'a rien apporté à la société. C'est faux. Mais alors, est-ce que c'est à cause de ça ou plutôt à cause du fait que dans beaucoup de nos traditions, quand un homme meurt, c'est sa famille qui hérite? Et justement, moi, je suis... Alors, je préfère le dire d'entrée de jeu. Je suis d'accord. C'est absurde, suis totalement, mais c'est encore le cas aujourd'hui. C'est encore le cas. Et justement, moi, je ne suis pas du tout une traditionnaliste, je suis pour regarder les choses dans un espace-temps spécifique et de voir si c'est bénéfique à la majorité, à la communauté ou pas. Si ça ne l'est pas, peu importe si c'était là depuis 100 ans, ça dégage. Et donc, justement, sur ces traditions-là où il faut que la famille hérite, on a vu suffisamment de cas de veuves qui sont dépossédées de manière extrêmement humiliante devant leurs enfants, alors qu'on est consciente qu'elles ont contribué au succès, que ce soit un homme riche ou un homme pauvre, elles ont contribué au succès économique du foyer, qu'on le veuille ou pas. Sauf que, encore une fois, comme elles n'ont pas... On a une forme de dévalorisation. Pourquoi tu ramènes ça aux fiches de paie? On en a connu qui travaillaient, mais qui ont été tout aussi... Non, justement. C'est pour ça que je dis que je vais même jusqu'à la partie où il n'y a pas de fiche de paie. Parce que ce que je voulais dire, c'est qu'on dévalorise. On dévalorise parce que comme on n'établit pas de manière extrêmement claire la corrélation entre travail domestique et génération de revenus, on pense que ça n'a pas de valeur. C'est ça que je veux dire. Quand on dit fiche de paie, ça veut dire qu'en gros, on a un peu établi de manière très concrète, ton travail vaut X. Mais comme tu es dans la maison, tu dois gérer 4 enfants, tu dois faire le ménage, etc. Bon, ce sont des tâches du quotidien. On a l'impression que ça n'a pas de valeur. Or, quelqu'un qui fait ça pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans, c'est un travail incroyable. La preuve, on paye des femmes de ménage. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Et qui ne font pas la moitié de ce qu'elles font. Parce que la charge mentale qu'elles ont, ça, la femme de ménage ne l'a pas. Tout à fait. Donc, c'est pour autant de choses que je pense qu'il faut justement que les femmes soient plus féministes. Malheureusement, ce que je vois aujourd'hui, c'est qu'on est dans des combats qui sont extrêmement superficiels par rapport au sujet. C'est-à-dire qu'on est sur si on est féministe, c'est qu'on déteste les hommes. C'est-à-dire que les gens sont plus préoccupés par la misandrie. Mais est-ce que c'est pas aussi le sentiment que l'on a quand on voit beaucoup de féministes en Occident? Parce que finalement, c'est un mouvement que l'on je pense, qui est né en Occident et qui aujourd'hui est en train de se répandre petit à petit chez nous.
Alors, justement, c'est une des erreurs. Ce n'est absolument pas vrai. On n'a pas attendu l'Occident, ni les Blancs, ni les Blanches, précisément, pour être féministe. C'est pas du tout vrai. Il y a une espèce de réécriture historique sur le sujet. Je parle des mouvements. Mais c'est de ça que je parle. Okay. On a eu des mouvements féministes au Sénégal, au Cameroun, dans les années 60, même un peu bien avant. C'est juste que... Qui portait ce nom-là ? Oui, qui portait le nom de féministe, hein, okay. Mais de féminisme, tout à fait. Où il y avait des réflexions sur c'est quoi le féminisme à l'africaine. Je préfère dire ça que féministe africain, ou féminisme africain avec des S. Parce faut bien évidemment qu'on définisse dans notre giron ce que ça comprend, parce qu'il y a des implications culturelles qui sont spécifiques à nous. Ça, il n'y a pas de problème. Mais je veux dire, la notion même de dire on veut avoir une égalité de droits entre femmes et hommes, encore une fois, ce n'est pas une propriété des Blancs, ce n'est pas du tout vrai. Non, mais l'égalité des droits devant la loi, elle est acquise. Est-ce que tu penses que quand il y a un procès entre un homme et une femme, ce que l'on juge, c'est le fait qu'il soit un homme ou une femme, ou plutôt... Oui, parce qu'il y a des choses qui s'appellent les stéréotypes et les clichés. Il y a, je ne te l'apprends pas, en société, il y a ce que la loi dit, mais après, la loi, elle est donnée par des hommes, et des hommes qui sont sous des influences, que ce soit influences culturelles, sociales, religieuses aussi. Et ça, bien évidemment, ça a un impact sur la manière dont la loi est interprétée. D'accord ? Et même, quand bien même, la loi serait respectée, il y a un autre poids que l'on paye, c'est le poids, le jugement, le regard des autres. Ça a un poids, ça a un impact très concret sur la vie des gens. Et les Africains sont très bien placés pour en parler, tellement tout le monde est obnubilé par le qu'en dira-t-on. Si il n'y avait pas de poids de le qu'en dira-t-on, on n'en parlerait pas autant, on ne serait pas aussi préoccupé. Je veux dire, j'ai tendance à dire assez souvent, parce que je suis basé à Abidjan, que c'est incroyable le nombre de chansons où on parle de vous m'avez jugé, vous m'avez fait du mal, mais je suis l'enfant préféré de Dieu. Tous les gros hits francophones africains de ces 5 ou 10 dernières années parlent à peu près de ça. C'est pourquoi ? C'est parce qu'on est une société communautaire où le jugement de l'autre est extrêmement présent. Donc ça, oui, peut-être que matériellement on ne le sent pas, mais ça a un impact. Et c'est pourquoi on doit changer les mentalités. On commence d'abord par changer les mentalités et on change les lois après. Très bien. Quel est ton rapport à l'argent ? Alors, mon rapport à l'argent, j'ai un rapport qui est en constante évolution, en constant changement. Je peux dire qu'il y a 10-15 ans, j'étais complètement dans ce qu'on appelle en anglais « the hustle culture ». Donc, faut absolument bosser, se tuer au travail. Et c'est ce que j'ai fait d'ailleurs, quitte à m'abîmer la santé. Et à un moment donné, j'ai fait une pause et j'ai réévalué en fait exactement pourquoi je veux de l'argent. Parce que j'ai l'impression que des fois, on ne se pose même pas la question. On est dans un schéma très répétitif de... va à l'école, essaie d'obtenir un job, et puis accumule de l'argent, et puis éventuellement, je sais pas, achète une maison, etc., etc. C'est extrêmement préétabli. Donc moi, j'ai commencé à suivre ça au début avec... parce que j'ai aussi grandi dans le hip-hop, etc., quand même un rapport à l'argent, au capitalisme qui était particulier. Mais à 26, 27 ans, j'ai commencé à dire, bon, pause. Bon, idéalement, si j'ai 1 milliard aujourd'hui, qu'est-ce que j'en fais ? Et c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, je cherchais l'argent, mais je ne m'étais jamais vraiment posé la question de pourquoi. Et finalement, aujourd'hui, j'ai un rapport à l'argent qui a aussi beaucoup évolué depuis que je suis à Abidjan, parce que moi, je vais dire les choses telles qu'elles sont. Je ne suis pas la femme lambda à Abidjan. Quand je dis je ne suis pas la femme lambda, c'est en termes de niveau d'éducation. C'est pas pour me jeter des fleurs, hein, c'est juste par rapport à la femme d'Abidjan moyenne. Je gagne plus, je voyage plus, j'ai plus de diplômes, j'ai accès à beaucoup plus de choses. Et en fait, moi, ça m'a vraiment mise dans une position d'humilité. Où des fois, je peux me dire que j'ai envie de faire des caprices, mais après, je me dis, mais regarde dans quel contexte tu es, mais la chance que tu as. Et maintenant, j'ai vraiment une forme de rapport avec l'argent qui est, je m'en sers ou je l'accumule pour mon confort, pour du confort. Moi, mon argent sert à ça, c'est-à-dire que je ne vais pas le claquer dans des, je sais pas moi, dans des marques de luxe avec des gros logos, etc. J'aime le luxe, mais c'est-à-dire que pour moi, c'est pas ce matériel-là qui me parle. Par contre, c'est le confort, c'est les voyages, c'est créer des souvenirs avec des gens. C'est voilà, moi, je me suis rendu compte que l'argent, pour moi, maintenant, c'est ça. C'est quelque chose de très dématérialisé. C'est des expériences, c'est même ça le mot-clé. L'argent me donne accès à ça. Et donc, si je l'accumule, c'est pour ça. Et je l'accumule aussi, bien évidemment, pour des questions de sécurité. Parce que j'ai commencé ma vie professionnelle comme entrepreneur avant d'aller dans le salariat. Et donc, j'ai en fait été traumatisée très rapidement par le manque d'argent. Parce que quand tu démarres à 18-19 ans, tu es encore dans une forme de naïveté incroyable et tu as une énergie débordante. Et donc, tu te dis, le monde est à toi.
Et donc, tu te donnes. Sauf qu'en fait, l'entrepreneuriat, et je pense que tu le sais très bien, c'est pas, tu commences pas en janvier et puis ça paye en mars. D'accord? Ça va payer en mars, mais mars de dans 10 ans. Tu vois, donc comment tu tiens? Tu vois, et là, tu l'apprends quand tu te casses les dents. Et à force d'avoir fait cet exercice-là, et en fait, quand j'ai basculé dans le salariat, j'ai découvert la stabilité financière. Et je me suis dit, mais c'est quoi ce truc? Tous les mois, ça tombe. Tous les mois, ça tombe. Mais attends, je peux payer toutes mes factures genre à l'heure, à l'avance. Mais c'est un truc de malade. Donc, quand j'ai découvert ça, j'ai eu un petit moment, j'ai eu 6 mois d'ajustement parce que j'étais tellement dans, comme on dit, en survival mode. En fait, quand tu es entrepreneur, c'est que vraiment tout ce que tu peux avoir et que tu peux mettre à côté, tu le fais. Mais directement, tu dois le réinjecter dans ton business. Mais tu arrives dans le salariat, en fait, l'argent tombe. Non seulement tu peux le garder, tu peux même épargner. Moi, c'était un concept de fou. C'était innovant pour moi, l'épargne. Et donc, du coup, j'ai commencé. Et du coup, maintenant, voilà, je suis dans un truc où la sécurité, effectivement, l'argent aussi, c'est important pour moi. Donc, je suis une plutôt bonne épargnante.